C'est déjà terminé. La première saison de Snowpiercer est déjà finie et croyez-le ou non, mais je n'étais vraiment pas préparé. Mais bon, autant en parler tout de suite. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui on se retrouve pour probablement la dernière vidéo sur la série Snowpiercer, enfin en tout cas la première saison de Snowpiercer parce qu'évidemment, évidemment que je reviendrai si on fait une suite. Et j'ai été pris de court car je ne savais pas qu'aujourd'hui même on sortait les deux derniers épisodes en même temps. Et pour être franc, ça ne m'arrange pas beaucoup car j'avais bien préparé le terrain juste pour l'épisode 9 afin de mieux me préparer, de mieux me lotir pour l'épisode 10 et faire une grosse vidéo dessus. Au final, je vais devoir faire ma grosse vidéo en question aujourd'hui même. Cette vidéo sera donc beaucoup plus longue que les autres, probablement la plus longue de toutes. Car bien sûr, j'ai 1 milliard de choses à dire, mais également 1 milliard d'heures de travail à faire. Donc ne tardons pas et on commence directement par faire le point sur l'épisode 9. Tout d'abord, Mélanie a été enfermée à l'arrière. L'avant du train est en train de se mettre d'accord pour exterminer une bonne fois pour toutes l'arrière, tous les 100 classes, et Mélanie Cavill compris, et ce d'une méthode peu catholique, c'est-à-dire le gaz. Bon, au moins c'est radical, ça me fait un peu penser aux Américains qui ont exterminé tous les Indiens. Mais avant de passer à l'acte, on passe à la demande de rançon avec Pike. Vous savez, à la fin de l'épisode 8, on nous suggérait que Pike allait collaborer avec les méchants, enfin plutôt les riches, les premières classes. Et finalement, ce n'est pas une trahison au sens propre. Disons simplement que Pike va voir André Layton pour lui dire qu'il compte réellement gazer tout l'arrière du train. À moins de déposer les armes, et c'est ce que va faire André Layton. Pendant ce temps, Lucy et le commandant Gray passent enfin à l'acte dans leur relation, en plus de vouloir prendre le contrôle du train. Du côté de Mélanie, cette dernière échappe à la peine de mort, de manière illégale bien évidemment. Ravi la libère, je ne sais pas si ça se prononce vraiment comme ça, avant de retrouver Jinju. Donc on peut plus ou moins dire que c'est Jinju qui libère Mélanie Cavill. Et dans toute cette mascarade, André Layton finit par céder à la demande de rançon. Oui, il compte bien baisser les armes. Et ce, afin de sauver ce qu'il reste de ses proches, dont Zara ainsi que le bébé qu'elle porte, son propre futur enfant. Juste au moment où Mélanie intervient à temps pour collaborer avec André afin de préparer un piège contre Gray et Lucy. Apparemment, laisser les commandes à Gray et Ruth est beaucoup trop dangereux et risque de mettre en péril le train entier. Donc autant prendre un énorme risque qui implique un gros sacrifice. Et on va y revenir. Roche, quant à lui, s'allie une bonne fois pour toutes avec Mélanie et les 100 classes pour détacher l'arrière du train. Et c'est ce qu'il se passe. Donc pour faire simple, on va scinder le train en 3 morceaux afin de retirer la partie du milieu comprenant le commandant Gray, les parents Folger, donc apparemment les plus dangereux, ainsi que quelques soldats avec quelques, hélas, survivants de l'arrière du train dont Layton sacrifie avec beaucoup de peine. C'est donc pas moins de 147 personnes coincées dans quelques wagons qui se font détacher, éjectés sur une autre voie avant que les 2 autres morceaux du train principal se rattachent une bonne fois pour toutes. Donc le résultat y est, les gentils ont gagné, même si à mes yeux je trouve ce sacrifice un peu gros. À leur place, j'aurais préféré peut-être prendre les armes plus tard, réfléchir à un autre plan pour pouvoir me battre contre Ruth et le commandant Gray. Parce que là, sacrifier quelques wagons, les coincer sur une autre voie qui risque d'handicaper le train dans une future révolution, enfin c'est clairement une situation d'urgence extrême. Mais cela dit, après bon, Mélanie était destinée à mourir. Là, l'enjeu était plus mondial parce que oui, le reste du monde est coincé dans ce train. Donc on peut considérer que ce sacrifice en valait la peine. Mais je sais pas, enfin... À leur place, j'aurais réfléchi à un autre plan, parce que je trouve ça vraiment extrême. Et surtout, c'est quelque chose qu'il faut reproduire le moins possible, mais vraiment je me dis, mais plus jamais faut refaire ça, plus jamais. On arrive donc à l'épisode 10 et on fait déjà le point sur ce qu'il s'est passé sur les événements précédents concernant l'épisode 9. Il ne reste donc plus que 994 wagons, et Mélanie Cavill cède donc la gouvernance aux forces rebelles, donc évidemment à André Layton. Bonne idée ou pas, si vous voulez mon avis, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais on aura tout le temps d'en rediscuter. Donc maintenant que les rebelles ont gagné, il se passe exactement ce que je pensais, l'anarchie. Tout le monde pille tout, les règles n'existent plus, Pike est en roue libre totale et maltraite la pauvre Lila Folger. Et c'est là que la série devient intéressante, et malheureusement la série ne va pas plus loin sur le sujet, mais je pense que
peut-être qu'on y reviendra dans une future saison. Au final, on apprend que la liberté pure est plus une libération de la criminalité. D'autant que Layton bannit toute forme de punition, donc j'entends bien le cassage de bras glacés, ainsi que les tortures, ou même les tiroirs. Bah ouais, c'est bien, sauf que là, t'es en train d'ouvrir des portes à de la criminalité. Et seulement, et c'est là que c'est dommage, c'est qu'on n'a pas le temps d'entamer ce nouveau climax concernant l'anarchie, qu'on entame déjà un nouvel enjeu. Mais avant de dévoiler cet enjeu, on comprend davantage ce qu'il s'est passé dans le passé de la pauvre Mélanie. On développe beaucoup plus d'empathie sur cette personne, on apprend qu'elle a abandonné sa fille et son mari, car elle pensait que son mari amènerait sa fille Alexandra sur le quai avant le départ, ce qui n'a pas été le cas, et ce qui l'a incité à l'abandonner. Mais est-ce qu'elle avait vraiment le choix? Je ne sais pas, la responsabilité était surtout à son mari. D'ailleurs, on va en savoir plus sur ce dernier, tiens. Ces informations sont importantes pour la suite. Layton et Cavill interceptent un signal de survivant qui s'avère être un autre train. Et pas n'importe lequel, le train de ce fucking Wilford. Donc ce train est en fait un prototype de locomotive nommé la Belle Alice, pilotée par Wilford en personne. Enfin en vérité ce n'est pas sûr à 100%, disons plutôt que c'est sûr à 99%, ce qui est déjà pas mal. Et mention spéciale à l'animation ultra stylée de la locomotive qui amarre le train. Et avec du recul, je me dis mais en fait c'est complètement logique de créer un système comme celui-ci pour pouvoir amarrer d'autres trains au cas où un wagon de l'arrière se détache et qu'on passe une nouvelle révolution. À ce moment-là, si une autre locomotive est à l'avant du train, eh bien on peut l'amarrer à nouveau. Tout ça juste pour des mesures de sécurité. Et franchement, c'est hyper intelligent et l'animation est quand même sacrément stylée. Bon, évidemment, ça fait un peu Transformers, mais ça marche. Alors évidemment, Ruth, la coquine, est très heureuse de l'arrivée de Wilford pour sauver la mise de tous ces riches et prépare donc une cérémonie à son honneur. Alors que pendant ce temps, Mélanie tente bêtement de sortir du train afin de détacher la locomotive de Wilford qui s'est amarrée, et ce en vain car à cause d'un arrêt provoqué par la locomotive de Wilford, Mélanie tombe de ce dernier. Donc ça y est, le mal est fait. La locomotive de Wilford s'est amarrée au transperce-neige. Tous les trains sont à l'arrêt de manière forcée. Il ne reste donc plus que 10 minutes d'air chaude avant de redémarrer. Et lorsque la porte commence à s'ouvrir avec le fameux logo de Wilford qui se retourne pour former le M de Mélanie, je peux vous garantir que la tension était vraiment palpable. Franchement, j'étais accroché sur mon siège, je voulais absolument voir qu'est-ce qui se passait derrière. Et très franchement, je trouve qu'on est récompensé. Donc, avant d'aller plus loin et de parler de ce qu'il se passe derrière cette porte, je vais devoir annuler toutes mes théories concernant le personnage de Wilford. Alors oui, ok, Wilford est bien en vie, ça j'en étais sûr et certain. En revanche, toute cette histoire autour du fait qu'il est enfermé dans un tiroir, derrière une porte, ou je ne sais pas, peut-être qu'il est mort avant, qu'il a été rejeté, balancé par-dessus bord, tout ça, on annule, on oublie, car au final, la série nous a proposé quelque chose à laquelle je n'étais pas du tout prêt, car la vérité, la voici. La porte s'ouvre et une jeune fille commence à apparaître. À ce moment-là, je me suis dit, c'est Alexandra. C'est Alexandra, c'est Alexandra, c'est Alexandra. Et oui, il s'agit bien de Alexandra Cavill. Et oui, Wilford est très probablement le père d'Alexandra, ainsi que le mari de Mélanie Cavill. Donc ce n'est pas dit de manière explicite, mais on le comprend très bien parce que Mélanie, au début, nous dit qu'elle a abandonné Wilford sur le quai apparemment. Plus tard, on apprend qu'elle a abandonné également sa fille et son mari avant de démarrer. Donc à ce moment-là, on commence à faire une petite connexion, on se dit « Attends, mais ça veut dire qu'elle a également abandonné son mari en même temps que sa fille. Un peu chelou, non ?» Et comme par hasard, dans la locomotive d'un potentiel Wilford se cache Alexandra. Donc oui, pour moi, c'est clair que Wilford est le mari de Mélanie Cavill. Donc voici ce qu'il s'est passé à mes yeux, même si ce n'est pas dit de manière explicite. En gros, à l'origine, Mélanie Cavill a confectionné les plans de ce train. Ils ont construit le train potentiellement avec Wilford. Il y a eu des accroches, ça a mal tourné et elle a décidé de partir avant lui car probablement trop dangereux. Sa fille Alexandra était avec Wilford et Mélanie a clairement dit qu'il n'est pas venu avec elle avant le départ. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Eh bien, c'est très simple. Wilford, au lieu de rejoindre Mélanie dans le transperce-neige, a pris Alexandra sous son aile pour se réfugier dans la locomotive de secours. Le prototype de la locomotive, la Belle Alice. Car Mélanie a fui son mari, eh bien, t'inquiète pas, ce petit coquin s'est réfugié dans un autre train de secours pour aller la rattraper. Sauf que ça a mis 7 ans. 7 années pour enfin rattraper Mélanie en prenant probablement des raccourcis ou je ne sais pas pour essayer de trouver le vrai transperce-neige et
s'amarrer une bonne fois pour toutes afin de reprendre le vrai contrôle de la situation. Et nous allons voir dans la saison 2 si Wilford est si cruel qu'il en a l'air. Il me faut la suite rapidement. Franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas autant été captivé par une série, malgré tous ses défauts. On peut dire ce qu'on veut, mais franchement, l'histoire est vraiment très prenante. Bon alors évidemment, je suis un peu déçu parce que je pensais qu'on allait finir la série sur le visage de Wilford, et je l'espère joué par Sean Bean. Franchement, ça aurait été tellement jouissif, mais le fait de voir Alexandra apparaître est déjà une petite récompense. Et surtout, n'oublions pas que c'est pas une série à très gros budget. Le fait de faire apparaître Sean Bean a un coût. Et évidemment, les producteurs ne sont pas certains de faire venir à coup sûr Sean Bean pour jouer Wilford. Donc, au cas où ils devraient changer d'acteur entre la saison 1 et la saison 2, eh bien au moins on est sûr qu'ils n'auront pas de problème de cohérence à ce niveau. J'aimerais maintenant revenir sur quelques petits détails. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'épisode 9, à partir de 20 minutes 15, on peut voir la jeune Lila Folger Jr. regarder mystérieusement la caméra, et ce de manière très fourbe. C'est posé ici volontairement par le réel pour appuyer le mépris envers le spectateur concernant ce personnage, et ça marche plutôt bien. J'ai compris également que les puces d'accès aux autres classes sont en fait implantées sous la peau des riches, et c'est un autre détail que j'avais complètement zappé. Je voulais également revenir sur le personnage de Mélanie. Je trouve qu'on met un peu tout sur le dos de cette femme. Elle a tout fait pour sauver l'humanité en construisant cette arche de Noé qui est en fait un train. Elle a sacrifié sa fille pour que les gens échappent à la dictature de Wilford. Elle a créé tout ce système politique qui certes est totalement dysfonctionnel, mais au moins ça a sauvé des gens. Elle a tout donné, elle a risqué sa vie pour réparer le train dans l'épisode 6, et en plus de ça, elle s'allie avec les 100 classes pour recréer une politique beaucoup plus fonctionnelle par la suite. Donc finalement, Mélanie Cavill est le héros de l'histoire avec André. Et en parallèle, on a toute une phase avec Miles qui lui assume entièrement ses responsabilités, le fait d'avoir foutu un peu le bordel dans le train en infiltrant Lila Folger dans la locomotive. Suite à ça, une relation va se créer entre Miles et Bennett, et on apprendra par la suite que oui, tout ce que j'avais critiqué avant est justifié. Je disais que l'univers n'était pas du tout cohérent parce que forcément un train a besoin d'être renouvelé, de changer des pièces, etc. Et c'est donc ce que Bennett ne cesse de répéter. Donc on pourrait presque croire que c'est moi. Il dit clairement que leurs ressources sont limitées. Au bout d'un moment, ils vont manquer d'un certain métaux et vont tomber en panne brutalement. Ainsi, tout le monde va finir par mourir. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est la raison pour laquelle ils souhaitent que Wilford amarre ce train pour renouveler leurs ressources. Mais cela dit, je suis d'accord avec Mélanie sur le fait que on n'en sait rien de ce qui se passe dans l'autre locomotive. On ne sait pas si la belle Alice a développé de nouvelles maladies, s'ils ont épuisé absolument toutes leurs ressources et qu'ils ne sont là que pour faire chier. On ne sait absolument rien. Et voici donc ma météo des prochaines saisons. Je pense que le nouvel enjeu, évidemment, de cette suite sera Wilford. Peut-être qu'il va créer une nouvelle dictature et ça va chier. Retour à la case départ. Et si c'est le cas, peut-être que André et Mélanie vont s'allier pour à nouveau créer une sorte de révolution. Une révolution pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de Wilford. Et peut-être que l'enjeu de la saison 3 sera enfin l'anarchie. Ce que je parlais tout à l'heure. On aborde rapidement le thème de l'anarchie à la fin de la première saison, mais pas assez à mes yeux. J'aimerais voir un système qui part totalement en couille avec des criminels, des violeurs, un système plein de liberté mais également plein de criminalité qui forcera Layton aux commandes de ce train à nouveau de prendre des mesures beaucoup plus strictes, qui consistera pour lui à adopter l'ancienne politique et de redémarrer un nouveau cycle à zéro. Le fameux cycle de l'injustice qui se reproduit depuis la nuit des temps dans l'humanité. Dans l'humanité, c'est très simple, on a les faibles et les forts. Les faibles commencent à s'allier pour tuer les forts et prendre le contrôle de leur situation. Ainsi, les forts d'avant vont devenir les faibles et les faibles les forts. Et ensuite, la boucle va se répéter à nouveau et à nouveau et à nouveau, et c'est ça qu'on voit depuis des siècles dans l'humanité. Et ça serait vraiment sympathique de voir la série Snowpiercer reproduire ce schéma, histoire de boucler la boucle en beauté et de proposer une conclusion digne de ce nom. Et petit bonus avant de passer à la partie des commentaires, j'aimerais revenir sur ce gâteau au chocolat. J'adore le chocolat et je me devais de parler de ça. Pike nous dit à un moment que les gâteaux au chocolat sont faits à partir d'huile d'olive, mais c'est une idée de génie. Franchement, j'y avais pas pensé. Genre, au lieu de faire blinder le chocolat de beurre, ce qui forcément est beaucoup plus calorique, hop, tu mets un petit peu d'huile d'olive, tu peux faire quelque chose de crémeux, hein, genre un bon petit gâteau au chocolat au cœur fondant.
Ah putain, faut que j'essaye hein. Bref, j'en ai donc fini avec l'épisode 9 et 10, ça a été long mais forcément 2 épisodes d'un coup, c'est long. Et je vais maintenant passer à la partie de vos commentaires. J'ai donc reçu 2 fois plus de commentaires que la dernière fois, enfin j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus nombreux sur cette série que sur Westworld, et ça fait plutôt plaisir, donc je m'excuse si je ne cite pas tout le monde. On commence par Funreal qui lui ne comprend pas comment Pike a pu être réveillé beaucoup plus rapidement que André Layton, et ce à quoi je réponds que la différence entre André et Pike est que ce dernier a été réveillé dans de bonnes conditions, les meilleures conditions possibles pour être réveillé en bonne santé, alors que André Layton lui a été réveillé dans de très mauvaises conditions, de manière extrêmement expéditive. Donc forcément les gens qui ont été réveillés un peu à l'arrache vomissent du noir partout, ils sont complètement déboussolés ou je ne sais quoi. Nous avons Charles Wolfgang Jesse qui lui ne comprend pas pourquoi on a choisi les trains pour symboliser le thème de la lutte des classes. Alors en ce qui me concerne, je pense que le train est la seule bonne solution car évidemment, le bateau ne peut pas naviguer sur de la glace, l'avion doit recharger en fuel sans arrêt, les voitures ont besoin de rouler sur des surfaces planes et non glissantes, donc forcément le train peut contrer toutes ces options. L'accélération du train fait qu'il s'auto-régénère en batterie. On peut s'imaginer que les rails ont été pensés pour s'accrocher aux roues, donc pas de problème de glissement, mais surtout le train à mes yeux symbolise beaucoup plus facilement la lutte des classes, et ce de manière très linéaire. C'est vraiment une caricature, genre de l'arrière à l'avant, les gens sont de plus en plus riches. Et il n'y avait que le train pour symboliser tout ça. Nous avons Futura qui dit que la fameuse porte blindée dont j'ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos est en fait juste l'entrée de la locomotive. Voilà. En fait, il n'y a absolument rien de mystérieux là-dedans. Ce n'est pas une porte qui cache Wilford ou un tiroir avec Wilford dedans, c'est juste l'entrée blindée de la locomotive. C'est tout. Donc, on annule toutes les théories autour de ça. Nous avons Raymond Reddington qui lui pense que Wilford était parmi les 100 classes, je dis bien était car on a eu la réponse dans l'épisode 10. Wilford aurait donc créé volontairement une révolution juste pour se venger de Mélanie. Et ces deux thèses s'annulent grâce au cliffhanger de l'épisode 10, mais j'en ai déjà parlé. Nous avons Frédéric Buchy qui a remarqué qu'Alexandra apparaîtra à la fin de la première saison car une certaine Roanne Blanchard a été castée sous le nom de Alexandra. Donc forcément, il n'y a pas 36 000 Alexandra, il s'agissait bel et bien de la vraie Alexandra Cavill. Donc bravo Frédéric, tu as gagné toute mon estime. Le révolté quant à lui trouve que le système d'argent n'est pas très clair dans cette série et je suis d'accord. Ce qui est sûr, c'est que le système d'argent est bel et bien là car les riches ont acheté leur propre ticket. S'ils ont acheté leur propre ticket pour la première classe, c'est que Mélanie Cavill et Wilford avaient déjà prévu un système monétaire dans ce train qui visiblement n'a pas l'air de changer car apparemment quand on est en 3e classe, on peut s'acheter encore un billet, une puce pour accéder aux autres classes. Et ça c'est plutôt classe. Marie-Laure Wenger pense que Mélanie a confectionné les plans du train de manière à faire gagner plus facilement les 100 classes. Toute l'architecture a été pensée pour que les pauvres puissent créer des révolutions eux-mêmes, et ce de manière beaucoup plus simple car on peut voir dans l'épisode 8 que les pauvres sont tous armés d'armes blanches, et on peut se laisser imaginer qu'ils ont trouvé ces armes grâce à cette méthode. Petite parenthèse, quand je parle de révolution, il y a révolution et révolution. Il y a la révolution des pauvres qui veulent reprendre le contrôle du train, et quand le transpersonnage finit de faire le tour du monde pour dépasser Chicago, on appelle ça également une révolution. Voilà, sachez-le pour ne pas être perdu. Cette vidéo ne finira jamais. Putain, je vais en chier au montage, hein, croyez-moi. Motoneurone dit que Mélanie a planifié à l'avance cette révolte. En effet, dans le film, on nous dit que les révolutions sont organisées dans le but de maintenir, de contrôler la démographie du train. Et ça, c'est plutôt intéressant à noter. Nous avons ensuite l'orage qui pense que les tiroirs ont en fait un effet thérapeutique. Et ce à quoi nous allons rebondir sur le commentaire de quelqu'un d'autre pour répondre à ça. Greenfinger Grint revient sur le combattant qui parle mandarin. Alors que ce personnage est censé être muet à la base, il sort de ce tiroir avec cette nouvelle langue. Alors peut-être que les tiroirs sont une espèce de réalité virtuelle pour reprogrammer les cerveaux, et ce à quoi je réponds que Layton lui-même a eu des visions de cannibalisme, des espèces de flashbacks qui étaient peut-être fausses, on n'en sait rien. Et pour finir, nous avons le commentaire de Abrial Guillaume. Il a décortiqué un système d'aiguillage ou même de satellite pour comprendre par la suite qu'il y a bel et bien plusieurs voies. Et c'est comme ça qu'il a compris qu'un autre train existait peut-être, et ce en empruntant d'autres voies. Il a donc prévu que le train allait faire son apparition et que Jinju allait sauver Mélanie. Donc bravo à toi Abrial Guillaume, t'as réussi à tout détecter. Au final, j'ai trouvé cette première saison
vraiment très bien. Je trouve que les gens ils vont un peu fort dans leur jugement à tout le temps vouloir comparer avec le film, alors que le point fort de cette série est justement de proposer quelque chose de différent. Enfin, les gens qui disaient que c'était exactement pareil que le film, bah forcément vous n'avez pas vu la série. L'histoire est totalement différente, presque un spin-off basé sur les origines. Et ce, tout en respectant l'univers. Il se passe toujours quelque chose dans cette série et plus encore dans les 2 derniers épisodes. Ils ont bien posé les bases, bien préparé le terrain pour une saison 2 et franchement, elle ne peut être que meilleure, ne serait-ce que pour les effets spéciaux. J'ai donc très hâte de voir la suite de tout ça, et forcément, je m'empresserai de faire des vidéos dessus. Donc, si vous avez d'autres choses à rajouter dans les commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Peut-être que je les mettrai en avant dans une future vidéo consacrée à Snowpiercer. Donc, lâchez-vous dans les commentaires, j'aurai forcément beaucoup plus de temps. En ce qui me concerne, je suis très content d'avoir parlé de cette série. À ma grande surprise, comme je vous le disais, il y avait encore plus de monde que sur Westworld dans mes vidéos consacrées à Snowpiercer, et forcément ça fait très plaisir car j'ai vraiment l'impression d'apporter du contenu à des gens, de partager ma passion sur les films et les séries, et le fait de voir autant d'interactions, des gens qui discutent entre eux, ça ne me fait que plaisir. Donc tous les gens qui ont suivi ces vidéos, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, histoire de rester en contact, et ne vous en faites pas, évidemment je serai là pour la prochaine saison de Snowpiercer, mais en attendant il y a évidemment d'autres thèmes que je vais aborder sur cette chaîne YouTube, d'autres thèmes qui seront peut-être aussi intéressants et je ne manquerai pas de faire des analyses dessus. Et je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et j'en passe pour connaître l'actualité de mes prochaines vidéos. N'hésitez surtout pas à venir car je me sens seul. On se laisse ici, n'oubliez pas évidemment de liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.